VOA Afrique. Après le plus long shutdown de l'histoire du pays qui a entraîné un report du discours sur l'état de l'Union, le président américain Donald Trump l'a finalement prononcé devant les deux chambres réunies du Congrès. Le discours sur l'état de l'Union a-t-il ouvert la voie au compromis? C'est le thème de cette édition. De l'éradication du sida et de la situation des femmes dans le pays en passant par la Corée du Nord, la Syrie et l'Afghanistan, le locataire de la Maison-Blanche a abordé de nombreux sujets. Il a appelé républicains et démocrates à l'unité sans pour autant reculer sur son projet de mur. Que retenir de son discours? Qu'en est-il de la réplique démocrate? Autant de questions que nous aborderons dans ce Washington Forum. Raïssa Girondin avec vous, bonsoir à tous et bienvenue sur VOA Afrique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Abdourahmane Dia nous fait revivre les grands moments de cette soirée. Madam Speaker, the President of the United States. Le président Donald Trump n'a pas attendu d'être introduit par la présidente de la Chambre, comme le veut la tradition. Mais dès le début de son discours, il a appelé au compromis. Nous devons rejeter la politique de la vengeance, de la résistance et du châtiment. Le président Trump a mis en exergue ses réalisations. Personne dans le monde ne peut compétir avec l'Amérique. Le président n'a pas perdu de temps pour aborder l'un des sujets qui l'oppose le plus aux démocrates, sa demande pour le financement d'un mur à la frontière sud du pays. Par le passé, la plupart des gens dans cette chambre ont voté pour un mur. Mais le bon mur n'a jamais été construit. Je vais le construire. Cette bataille sur le mur est pourtant à l'origine de la récente fermeture partielle du gouvernement. Le shutdown n'a pas été mentionné dans son discours, même si une autre paralysie des administrations n'est pas écartée. Il n'a pas dit ce que les démocrates voulaient entendre. Il n'a fait aucune offre. Il n'a pas proposé de compromis. Je pense qu'il n'a rien fait qui nous rapproche d'une solution. Les femmes démocrates se sont habillées en blanc pour célébrer le mouvement des suffragettes qui a abouti en 1920 au droit de vote pour les femmes américaines. Donald Trump a bien compris l'importance du moment en saluant l'élection massive de femmes au Congrès en 2018. C'était un des moments les plus applaudis de son discours. Alors, plusieurs invités pour nous accompagner via Skype. Marilyn Sefok, professeur de langues étrangères à Howard University, ici à Washington, en direct du Maryland au téléphone. Prince Kamano, analyste et membre du Parti républicain, je pense depuis 1992. Et sur notre plateau, Brett Bruen, président du Centre de réflexion Global Situation Room. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour le décryptage de ce discours. Alors, Donald Trump a commencé en prenant de la hauteur. Il a appelé à l'unité. Marilyn, que pensez-vous de son ton rassembleur ? Alors, son ton est rassembleur, certes, mais c'est un ton qui est le ton classique de tout président américain qui appelle à l'unité d'emblée, dès le début du discours. Merci Marilyn. Prince, son appel à l'unité ne vient-il pas trop tard? Non, personnellement, je ne crois pas que l'appel à l'unité soit tard, parce que généralement, on ne peut appeler pour l'unité que lorsqu'on constate qu'il y a des unions, et c'est en ce moment qu'on doit appeler à l'unité. Je crois que le temps était propice après tout ce qui s'est passé dans les derniers temps. D'accord. Le président américain a quand même dit qu'il n'y aura pas de législation s'il y a des investigations. Donc il a dénoncé les enquêtes menées à son encontre. Brett, une réaction ?
C'était la partie de son discours la plus préoccupante parce que c'était vraiment un message non seulement au Congrès, mais aussi à M. Mueller qui est en train de gérer une investigation sur la campagne de Trump. Et le message de Donald Trump, c'était si vous continuez avec ces efforts, non seulement je ne vais pas travailler avec vous, notre économie va souffrir, et aussi notre position dans le monde va être pire. Néanmoins, je crois que c'est en fait le cas dans cette situation où s'il n'y a pas une investigation, si on ne continue pas à chercher la vérité, on ne va pas avoir une bonne économie, on ne va pas avoir une bonne position dans le monde. Parlons de l'économie. On va avancer avec l'économie, justement. Et Donald Trump a quand même rappelé ses réalisations, disant que l'économie américaine ne s'est jamais aussi bien portée. Alors, Prince Kamano, c'est un clin d'œil à sa base et aux autres électeurs pour 2020 ? Oui, je crois. Vous avez fait une très bonne analyse. Je crois que généralement, tout président doit d'abord vraiment essayer de remettre sa base solide et la consolider. Ensuite, ajouter à cette base, c'est-à-dire c'est quelque chose de pyramide, une pyramide dont la base est solide, et tu continues à construire là-dessus. Je suis sûr pour ça, mais je crois que ça ne se limitait pas là-bas, parce que vous ne pouvez pas simplement gagner simplement avec la base. Donc il faut ajouter de nouveaux adeptes. Et c'est cette tentative que le président a voulu faire en soulignant sa réussite, les succès qui ont été accomplis pendant le temps qu'il a été président, et malgré, n'est-ce pas, toutes les difficultés qui lui ont été lancées par l'opposition. Vous avez parlé que le président donc a voulu toucher d'autres personnes. Marilyn, on a vu qu'il a mis quand même un point d'honneur à souligner la participation massive des femmes en politique. Alors ça, c'est vraiment assez ironique parce que justement, les femmes se sont engagées en politique, non pas grâce au président Donald Trump, mais en fait à cause de lui, un peu par rapport à lui, pour justement contrecarrer son action. Et pour contrecarrer aussi ce qu'il avait, ce qu'il avait dit auparavant à propos des femmes, parce qu'on se souvient qu'il a eu énormément de propos très malheureux à l'encontre des femmes, et cela a causé justement des grandes manifestations massives à Washington au début donc de l'an dernier. Et chaque année, d'ailleurs, les femmes se rencontrent à Washington justement pour protester ce qu'elles ont perçu comme un outrage aux femmes. On regarde les images en même temps, on voit qu'elles avaient l'air quand même assez contentes et animées pendant la soirée. Alors, le président aussi a passé une longue période à parler de sécurité nationale et il a insisté sur la question du mur à la frontière mexicaine. Alors, Brett, est-ce que selon vous, la construction du mur, c'est possible ? À mon avis, non, parce que le président a perdu la bataille avec les démocrates et ils ne vont pas lui donner la chance de construire son mur à cause du fait qu'il n'y a pas vraiment une stratégie derrière ce plan. Il veut construire un mur seulement pour dire voici, j'ai fait quelque chose pour mon propre intérêt au lieu de l'intérêt de la sécurité de notre nation. Prince, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, écoutez, je ne peux pas comprendre quand les gens parlent que... Bon, il peut ne pas avoir l'argent du Congrès présent, du Congrès en général, pour construire le mur, mais le mur ne vient pas... Ce n'était pas l'idée de Trump, disons, au départ. L'idée du mur a existé depuis quand Trump n'était même pas sur la scène politique. Et tous les présidents qui ont précédé Trump ont construit une partie du mur. D'une manière ou d'une autre, le mur sera construit, que ce soit pour Trump, mais pour la sécurité des États-Unis ou du Sud, de la frontière du Sud,
le mur sera construit. Mais il y a quand même une deadline là. Si le 15 février, les négociations sur le mur n'aboutissent pas, à quoi il faut s'attendre? Moi, je crois qu'il faut s'attendre à un peu de tout et je ne peux pas prédire exactement. Ce que je crois personnellement, je crois qu'il serait difficile que la même chose se répète. Je suis un employé de l'État, du gouvernement, mais je crois que les efforts seront déployés pour éviter de répéter la même chose. Et je crois personnellement, j'en ai vu plusieurs fois, c'est-à-dire la fermeture du gouvernement, ce n'est pas la première fois et certainement ce ne sera pas la dernière fois. Mais c'est les deux partis qui ne s'entendent jamais, le Congrès et la présidence ne s'entendent jamais sur le projet de... Donc en fait, vous dites en fait qu'on pourrait, il pourrait y avoir éventuellement un blocage s'il n'y a pas négociation. Alors on va enchaîner parce qu'il y avait tellement de choses en fait dans ce discours qui a duré presque 1h30. Le président a parlé aussi de questions qui touchaient plus sa base, telles que les lois interdisant les avortements tardifs. Il a aussi profité pour faire des propositions sur des questions de santé et d'ordre social. Alors Marilyn, peut-il obtenir le soutien des démocrates sur certains de ces points? Alors, il peut éventuellement obtenir le soutien des démocrates sur certains de ces points. Certains de ces points sont des points sur lesquels les deux partis sont d'accord, c'est-à-dire, par exemple, augmenter le budget pour la recherche sur le cancer, ou alors faire en sorte, par exemple, que les personnes qui ont des conditions préexistantes ne soient pas pénalisées pour cela. Donc, sur ces points-là, ce sont des points qui sont déjà acquis, qui avaient déjà été pratiquement acquis déjà sous Obama. Donc, il n'y a là absolument rien de nouveau. Par contre... il y a quand même une chose de nouvelle. Il y a le congé maternité aux États-Unis. C'est une révolution. Payé. Oui, c'est quand même un petit peu tard. Donc, c'est quelque chose qui devait absolument se passer. C'est quelque chose que devrait absolument passer comme loi. Donc, ce n'est pas, vu le retard que les États-Unis ont pris, ce n'est pas quelque chose vraiment de très saillant. Mais c'est important, je l'accorde. Vous voulez commenter, Brett? Oui, pardon, mais je voudrais juste demander aux téléspectateurs de La Voix de l'Amérique si un président en Afrique dirait « Je ne veux pas, vous, les membres du Parlement, lancer des investigations sur ce que j'ai fait », quelle serait la réaction des États-Unis? Quelle serait la réaction de la communauté internationale? Alors, il faut prendre en compte le niveau d'arrogance, le niveau d'injustice que ça représente. C'est quelque chose d'assez dangereux. Je suis tout à fait d'accord avec Brett quand il parle de cette arrogance. En fait, il s'agit de chantage. Et ça, c'est très grave. Cela veut dire qu'on fait du chantage au peuple américain et on prend en otage l'économie du monde entier, en fait, puisque les États-Unis sont en fait la locomotive de l'économie mondiale. Donc, c'est comme disait Brett, c'est extrêmement grave. Prince, vous pouvez réagir, s'il vous plaît? Enfin, en ce qui concerne ce qui est conçu ici ou ce qui est interprété ici comme menace au Congrès, moi je ne crois pas que c'est une menace. Le président peut dire ce qu'il pense. Le Congrès agira comme il veut, comme bon lui semble. Ce sont des hommes indépendants, c'est une institution indépendante. Elle fera ce qu'elle veut faire. Elle n'est pas non plus sans limite. Elle a des limites. Les limites du Congrès résident dans la Constitution. Merci Prince. Décider de faire ce qu'ils veulent. Le président ne peut pas décider de faire ce qu'il veut. Je voulais ajouter quelque chose, parce qu'il a fait ces propositions qui sont très sociales, mais attention, il a tenu à rappeler ceci, regardez. Alors, on ne l'a pas, mais dans ce passage, il a rappelé l'Amérique ne sera jamais un pays socialiste. Alors, comment on pourrait interpréter ces propos? Et ces commentaires, il les a mentionnés surtout sur le cas de Venezuela. Et ma préoccupation avec ces commentaires, c'est que
en ce moment-ci, avec la crise au Venezuela, on a besoin de pays qui sont dirigés par des gouvernements socialistes. Alors, cet commentaire, il a pris pour peut-être ajouter quelques points de sa base en ce qui concerne des idées, par exemple, du sénateur Bernie Sanders ou de la nouvelle représentante Alexandria Ocasio-Cortez, qui ont proposé des idées, on pourrait dire, plutôt socialistes, plutôt sociales, mais en même temps, on a besoin, comme les États-Unis, surtout au moment des crises au Venezuela, considérer quelles sont les conséquences de ces commentaires contre des autres types d'économies de gouvernement. Merci beaucoup pour ces commentaires. Washington Forum revient après une courte pause. On parlera de la politique internationale. Et merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Raïssa Girondin, toujours en votre compagnie. Alors, en direct du Maryland au téléphone, Prince Kamano, analyste et membre du Parti républicain. On aura avec nous Marilyn Sefok, professeur des langues étrangères à Howard University. Et sur notre plateau, Brett Bruen, président du Centre de réflexion Global Situation Room. Alors, on poursuit avec la politique internationale. Nous vous proposons cet extrait. Regardez. Dans le cadre d'une nouvelle diplomatie audacieuse, nous poursuivons notre effort historique en faveur de la paix dans la péninsule coréenne. Nos otages sont rentrés chez eux, les essais nucléaires ont cessé et il n'y a pas eu de lancement de missiles depuis plus de 15 mois. Si je n'avais pas été élu président des États-Unis, nous serions actuellement, à mon avis, dans une guerre majeure avec la Corée du Nord. Il reste beaucoup à faire, mais ma relation avec Kim Jong-un est bonne. Le président Kim et moi-même, nous nous reverrons les 27 et 28 février au Vietnam. Il y a 2 semaines, les États-Unis ont officiellement reconnu le gouvernement légitime du Venezuela et son nouveau président, Juan Guaidó. Et nos téléspectateurs ont réagi en ligne. Quelques commentaires Facebook. Alphonse Boaki de Kinshasa en RDC qui dit que je pense que Trump a peur de l'immigration, surtout hispanique, parce qu'elle deviendra une force pour l'électorat des démocrates. Donc il fait référence au mur. Louis Moutanga du Katanga en RDC. Ce qui nous encourage, c'est la position de Trump sur le règlement du conflit nucléaire avec la Corée du Nord. C'est une avancée non négligeable pour la communauté internationale. Alors Prince, Donald Trump a annoncé sa prochaine rencontre avec le dirigeant Kim Jong-un. Quelle évaluation peut-on faire de la démarche entreprise avec le leader nord-coréen? Excellente. Et mon évaluation, je donnerais un A+ aux efforts de Trump. Je ne parle pas de réussite, mais l'effort, je lui donne A+ pour ça. La réussite n'est pas de son côté, il ne l'a pas en poche. Ça sera négocié et nous verrons ce que ça va produire. Ce qu'il faut prendre en compte, ce qu'il faut remarquer, on sait que la Corée du Nord, ce n'est pas Trump qui a créé ces hostilités, mais même le président Obama, avant de quitter la Maison-Blanche, avait signalé à Trump que c'était un sujet préoccupant. Et Trump a pris cette initiative. Depuis son arrivée au pouvoir, on a vu une Corée du Nord complètement presque affolée
et qui a pris des initiatives qui pourraient nous mener à une guerre. Ça a été désamorcé et nous sommes dans le processus de... je ne peux pas dire à l'heure actuelle que ce serait... Oui, puisqu'on donne des notes, excusez-moi d'interrompre, mais puisqu'on donne des notes, moi, en tant que prof, je voudrais donner une note. Et Marilyn. La note serait entre C+, et D-. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'attentes de la part du public, beaucoup d'attentes de la part du public international, mais il n'y a pas vraiment de grandes avancées. Évidemment, en matière diplomatique, tout va très lentement, mais on doit se rendre compte qu'il n'y a pas eu vraiment de progrès côté Corée internationale. Évidemment, ils n'ont pas testé à nouveau, donc ça, on peut dire qu'il y a un petit progrès. Il y a quand même un progrès, donc. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de rencontres, mais on ne voit pas le fruit de tout ça. Merci Marilyn. On va avancer sur un autre dossier international de l'heure, et c'est le Venezuela. Brett, selon vous, jusqu'à où l'administration Trump pourrait aller sur ce cas? Il a évoqué le Venezuela en disant que les Vénézuéliens ils sont en quête de liberté. En fait, je suis plus ou moins d'accord avec la politique de l'administration en ce qui concerne le Venezuela. Nous avons un cas au Venezuela où il y a une constitution qui a une solution assez simple à la situation. Il y a eu l'année dernière des élections qui n'étaient pas reconnues même par les États-Unis, la communauté internationale. Et alors, on n'a pas un président démocratiquement élu en Afrique. Les gens, bien sûr, pourraient apprécier cette situation. Alors, la Constitution a dit le président démocratiquement élu de l'Assemblée nationale prend le pouvoir par intérim. Alors, c'est la situation et les États-Unis, la communauté internationale, l'Europe, et bien la majorité des pays en Amérique latine, ils disent qu'il faut reconnaître le pouvoir du président du Parlement. OK, donc pour le moment, on sait que les États-Unis mettent la pression et renouvellent les pressions sur le pétrole vénézuélien. Ils le font là, qu'ils dénoncent aussi la crise humanitaire. Une crise humanitaire qui s'est aggravée, qui existait déjà, mais qui s'est aggravée. Donc, vous pensez que ça s'arrêtera là, ça ira pas plus loin? À mon avis, nous allons voir, à cause du coupé d'argent qui viennent de ces ventes de pétrole aux États-Unis, le gouvernement de Venezuela n'aura pas beaucoup d'argent pour payer ses militaires, pour payer les fonctionnaires. Et à cause de ça, la position du président Maduro est assez faible. Et à mon avis, on parle plutôt des semaines pour un changement, on espère un changement démocratique au Venezuela. On va passer sur un autre terrain. Marilyn, le chef de l'exécutif américain, a fait savoir que les États-Unis ne veulent plus s'éterniser dans des guerres, donc en évoquant le retrait des forces américaines de la Syrie et de l'Afghanistan. Alors, est-ce qu'il a le soutien des deux camps, républicains comme démocrates, sur ce sujet ? Alors là, sur ce sujet, oui, il devrait avoir le soutien des deux camps, du camp démocrate et du camp républicain, parce que les guerres en Afghanistan, en Irak, ont duré beaucoup trop. Et donc, il y a cette espèce de lassitude à laquelle il doit faire face de la part du public américain. Le public américain retrouve son pays dans des conflits depuis plus de 17 ans. Prince, j'aimerais vous entendre. Quelles répercussions pourrait avoir le retrait de ces milliers de soldats américains? Généralement, quand les États-Unis sont impliqués dans les guerres à l'extérieur, c'est très vrai. Je suis parfaitement inquiet que le retrait subit des troupes américaines pourrait créer un vide. Mais l'Amérique ne peut pas continuer perpétuellement à être le gendarme du monde, surtout dans les lieux où les gens ne respectent même pas leur propre constitution. Il faut vraiment un retrait, et je suis d'accord avec les collègues qui sont sur le plateau, que ça doit être négocié, et les deux grands partis des États-Unis doivent travailler ensemble pour avoir ça, parce que c'est du sang
pas démocrate, pas républicain, mais du sang américain qui est coulé là-bas, surtout que nous n'avons pas de bons résultats jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Brett, on a parlé de beaucoup de choses, mais quels sont les points que le président Donald Trump n'a pas abordés dans son discours? Surtout, le point essentiel qu'il a peut-être oublié, c'était la fermeture de notre gouvernement. Nous parlons de plus de 800 000 fonctionnaires qui n'ont pas reçu pour plus d'un mois leur salaire. Il y en a des milliers d'entreprises qui ne vont pas recevoir d'argent pour ce temps-là. Et cette situation, cette crise, le président a oublié pendant son discours à la nation et on attend peut-être dans les prochains jours une autre fermeture du gouvernement. Alors le fait qu'il voudrait ignorer cette situation, qu'il préfère de ne pas reconnaître les problèmes qui ont été créés par cette crise, à mon avis, ce n'est pas le leadership qu'il a montré. Marilyn, son insistance sur ce mur qu'il veut construire va à l'encontre même de ses prédécesseurs républicains. On était dans une toute autre dynamique avec le président Reagan qui, lui, voulait détruire les murs, alors que lui, il veut en ériger. On se souvient très bien du président Reagan qui disait « Mr. Gorbachev, tear down that wall ». Et donc, M. Gorbatchev détruisait ce mur en parlant du mur de Berlin. Et là, on est dans une dynamique tout autre, une dynamique où il veut réinstaurer des murs. Marilyn, restez avec nous, on n'y reste pas beaucoup de temps. Mais est-ce que vous pouvez analyser la réplique démocrate qui a été donnée par Stacey Abrams, la candidate malheureuse au poste de gouverneur de l'État de Géorgie? Alors, sa réplique se résume dans une phrase « to do right by our people », c'est-à-dire vraiment mettre l'accent sur le peuple américain, sur le quotidien du peuple américain. Et dans sa réplique, elle a commencé d'ailleurs par son propre exemple, où elle s'est retrouvée en proie à des dettes alors qu'elle devait, pour justement pouvoir essayer de guérir son père du cancer de la prostate. Alors, elle nous rappelle que les Américains ne devraient pas avoir ces choix très poignants à faire, c'est-à-dire manger ou payer ses médicaments ou alors avoir des dettes insurmontables pour pouvoir se soigner. Donc elle a mis le doigt sur le quotidien des Américains, sur le quotidien et les souffrances de l'Américain moyen. Et je pense qu'elle l'a fait avec beaucoup de brio et elle a fait beaucoup de propositions. Merci Prince. Est-ce qu'il y aurait autre chose à retenir de ce discours sur l'état de l'Union? Parce que l'état de l'Union, excusez-moi, je crois que personne ne peut couvrir tous les sujets et je suis d'accord avec ce qui relate, disons, ce qui a été raté, ce qui a été manqué, mais c'est limité dans le temps et c'est limité aussi sur la couverture. Merci. Bien sûr, je vais demander le mot de la fin à Brett. Non, le mot que j'ai retenu du discours de notre président, c'est division. Il a parlé plutôt de division entre les partis, entre les pays, entre les Américaines, et à mon avis, c'est dommage. Marilyn, merci. C'est déjà la fin du débat. Donc merci à tous nos invités, Brett, Marilyn et Prince, et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site internet et sur notre page Facebook. Excellente suite de programme. Sport, culture, nos invités, des questions. Nous sommes Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous.